Isabelle Nicolaï, cabinet Artois Avocat. Venez, vous pouvez vous mettre à côté de nous là, vous avez le micro. Et on va parler de responsabilité des maîtres d'ouvrage, de l'exploitant, du bailleur et les risques juridiques en cas de non-réalisation des travaux. Ça va être votre sujet. Voilà. Absolument. Alors, comment ça marche? Non, dans l'autre sens. Voilà. Donc, moi, j'interviens sur quels sont les risques encourus, en fait, par ceux qui s'occupent de bâtiments tertiaires. On a entendu avec Jean et Andra qu'il y avait beaucoup d'obligations. On vous a développé les obligations en matière de sécurité incendie. On vous a développé le décret tertiaire. Donc, il y a beaucoup de choses à respecter. Qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas? Alors, d'abord, simplement pour recadrer, on parle de bâtiment tertiaire. Un bâtiment tertiaire, c'est un local professionnel dans lequel on va exercer une activité tertiaire, par exemple un bureau, un hôtel, un centre médical, un centre commercial, un commerce. Donc, dans tous ces cas, donc on est sur des bâtiments professionnels, donc on exclut tout ce qui est réglementation sur les baux d'habitation, etc. Donc, quelles sont les principales obligations? Parce que pour savoir de quoi on est responsable, il faut savoir effectivement quelles sont les obligations à respecter. Donc le type d'obligation, ces locaux sont principalement régis du fait de leur caractère professionnel par, d'une part, les dispositions qui sont spécifiques aux ERP, régies par le Code de la construction et de l'habitation. Donc vous savez ce qu'est un ERP, c'est un établissement qui reçoit du public, le public étant toute personne admise dans l'établissement à quel titre que ce soit en plus du personnel. Donc il faut préciser que certains bâtiments professionnels ne vont pas être qualifiés d'établissements recevant du public. C'est le cas des locaux mixtes. Par exemple, vous allez chez votre médecin, il habite dans son cabinet, c'est à la fois de l'habitation et un local professionnel. Si dans son cabinet, on peut complètement distinguer la partie habitation et la partie professionnelle, le local pour la partie professionnelle sera qualifié d'ERP. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas qualifié d'ERP, donc pas soumis aux obligations de l'ERP. Ça peut être très 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 précis. Par exemple, si quand vous rentrez, si vous allez à gauche, c'est le cabinet médical, si vous allez à droite, c'est l'habitation, c'est bon. Pour la partie médicale, ce sera bien un ERP. Par contre, vous allez tout droit sur un couloir commun, là, après, la première porte à gauche, c'est le cabinet médical, la porte à droite, c'est le salon. Il y a un cheminement commun qui est mixte et dans ces conditions, en fait, la législation sur les ERP ne sera pas applicable. Il faut également exclure de la législation sur les ERP les locaux professionnels qui ne reçoivent que et exclusivement des salariés. Dans ces cas-là, ces locaux-là ne sont pas soumis aux obligations spécifiques aux ERP. En revanche, ils sont soumis, puisqu'ils reçoivent des salariés, ils sont soumis aux obligations qui résultent du Code du travail, le 4e livre du Code du travail qui met à la charge de l'employeur un certain nombre d'obligations. Donc, pour les ERP qui reçoivent aussi des salariés, ils vont être, il y a des locaux qui vont être soumis à la fois aux obligations des ERP et à la fois aux obligations du Code du travail. Donc, en ce qui concerne la typologie des obligations, donc on est là, on parle surtout de sécurité. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez compris qu'en ce qui concerne les ERP, les principales règles concernent la sécurité incendie. On a parlé du décret tertiaire. Il y a aussi un gros bloc qui est constitué par l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, suite à la loi de 2005 sur l'égalité des chances. Donc, on sait que ça met aussi beaucoup d'obligations à la charge des bâtiments tertiaires et on distingue les bâtiments anciens et les bâtiments nouveaux. Tout bâtiment nouveau doit inclure dans sa conception même toutes les obligations liées à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, alors que les bâtiments anciens peuvent éventuellement bénéficier d'exonération si le coût est sans aucune mesure avec le bienfait qu'on prend d'obtenir, s'il y a une impossibilité technique ou si ça porte atteinte au patrimoine. Par exemple, un bâtiment haussmannien, on ne va pas pouvoir si facilement écarter la porte d'entrée ou mettre un ascenseur dans un petit immeuble du Marais, ça va être compliqué. Donc, dans ces cas-là, il y aura des exonérations. En ce qui concerne le Code du travail, le type d'obligation... Ah, je n'ai pas mis...
Oui. En ce qui concerne le Code du travail, le type d'obligations auxquelles sont soumis les employeurs se rapproche beaucoup des types d'obligations auxquelles sont soumis ceux qui vont gérer des bâtiments tertiaires du fait de la législation sur les ERP. Donc, les obligations vont concerner, par exemple, ce n'est pas exhaustif, l'aération, l'assainissement, l'ambiance thermique, l'éclairage, la sécurité des lieux de travail, l'aménagement des postes de travail. Et surtout, et c'est là qu'on se rapproche des obligations des ERP, les installations électriques, les risques d'incendie, d'explosion, l'évacuation, les installations sanitaires, de restauration et d'hébergement. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près le type d'obligations assez nombreuses auxquelles sont soumis ceux qui gèrent des bâtiments tertiaires, il faut savoir essayer de déterminer, mais qui est responsable? Alors, qui est responsable? D'une manière générale, le propriétaire des locaux. Donc, le propriétaire des locaux, ça recouvre un certain nombre de cas. Ça peut être une personne physique, mais ça peut aussi être une personne morale, une société, une association. Ça peut être un syndicat des copropriétaires. Je ne vais pas expliquer ce qu'est un syndicat des copropriétaires si la propriété est répartie entre différentes personnes, qui peuvent être d'ailleurs des personnes physiques ou des personnes morales. Alors, concernant tout particulièrement le cas du syndicat des copropriétaires, il faut bien préciser que celui qui est responsable, c'est l'entité syndicat des copropriétaires. Il faut distinguer avec le syndic. Le syndic n'est que le représentant du syndicat des copropriétaires. Ce n'est pas lui qui va engager sa responsabilité. Par contre, le syndic a tout de même un certain nombre de responsabilités, puisqu'il est lié au syndicat des copropriétaires par un contrat. Il a donc un certain nombre d'obligations, une obligation de conseil, d'information, d'efficacité, et il va engager sa responsabilité s'il n'intervient pas pour prévenir le syndicat des copropriétaires qu'il y a un problème. Par exemple, dans un IGH, la commission de sécurité est passée, met en évidence que certains points de sécurité ne sont pas respectés et qu'il faut mettre en place des travaux. Le syndic doit en informer les copropriétaires, travailler éventuellement en concertation avec le conseil syndical pour qu'à la prochaine assemblée générale, les copropriétaires soient informés avec des devis, éventuellement proposer des financements s'il y a des aides particulières. Et s'il ne le fait pas, le syndic va engager sa responsabilité. Par contre, une fois que les copropriétaires auront lu la convocation à l'Assemblée générale et auront bien digéré tout ce qu'ils vont devoir y penser, le syndic n'est pas responsable du fait que les copropriétaires vont peut-être pas voter tout de suite les travaux. Ça, le syndic ne peut pas obliger les copropriétaires à voter. On est un petit peu dans le même cas avec les locaux qui sont gérés par un gestionnaire, qui ne sont pas gérés directement par le propriétaire, mais par un gestionnaire, par exemple dans un centre commercial. Là, il faut se rapporter, il y a aussi un contrat en fait qui est conclu, donc il faut aller vérifier quelle est l'étendue du contrat qui a été conclu avec ce gestionnaire, quelle est l'étendue de ses pouvoirs. Là aussi, le gestionnaire a des obligations. Alors déjà, du fait du contrat, il y a certaines obligations très précises, par exemple gérer toute la sécurité, veiller au respect des normes incendie. Ça peut être précisé dans son contrat, il en est alors absolument responsable, il ne pourra pas se décharger de sa responsabilité sur le propriétaire. Là aussi, le gestionnaire, comme le syndic, est tenu à une obligation d'information, de conseil, d'efficacité. Il doit rendre compte de la gestion de son mandat en fin de mandat. Donc, il doit faire son travail correctement à ce niveau-là. Et oui, sa responsabilité pourra être recherchée à ce niveau-là par le propriétaire des lieux. Dernier cas un petit peu particulier, c'est le cas du bailleur et du locataire. Alors, qui est responsable de l'application des règles de sécurité lorsque le bien est loué? Par exemple, en matière d'habitation, c'est toujours le propriétaire qui est responsable. Par exemple, si le logement est insalubre et indécent, c'est le propriétaire qui doit faire les travaux, éventuellement reloger le locataire si les conditions sont remplies, mais il ne pourra absolument pas se décharger de sa responsabilité sur le locataire. En matière de locaux professionnels, on va tomber sur des baux commerciaux. Là, et avec la loi Pinel, il y a eu une sorte d'équilibre qui a été un petit peu rétabli entre locataires et propriétaires. Si ce n'est que la plupart des obligations qui pèsent sur le locataire et le propriétaire avec la loi Pinel ne sont pas d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires. Donc en fait, il faut toujours se référer au bail. Il y a une certaine modulation possible et la plupart des baux mettent à la charge intégrale du locataire la mise aux normes des locaux et souvent d'ailleurs le respect des obligations particulières à sa profession. Avec une petite limite quand même, le propriétaire d'un local commercial va louer par exemple à un restaurateur un local, il demeure responsable du fait que ce local peut être utilisé pour exercer une activité de restauration. Ça, il en demeure responsable, il ne peut pas s'en décharger, c'est l'obligation de délivrance du bailleur, il ne peut pas s'en décharger sur le locataire. Donc si finalement le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité de restauration au sein de la copropriété, c'est le bailleur qui est responsable,
pas le locataire, il pourra se retourner contre son bailleur. De même, s'il est absolument impossible de prévoir la pose d'un extracteur pour l'exercice de restauration et que le bailleur a quand même loué le local pour l'exercice d'une activité de restauration, il sera également responsable. Alors, autre cas particulier, parce que ce n'est pas forcément toujours le propriétaire des locaux ni le bailleur, il y a le cas de l'employeur. L'employeur est toujours responsable du respect des obligations de sécurité mises à sa charge. Alors, maintenant qu'on a déterminé de quoi on est responsable et qui est responsable, mais alors, qu'est-ce qu'on risque en fait? Vous avez vu qu'il y a un nombre d'obligations très important. Qu'est-ce qui se passe si on ne les respecte pas? Il y a 3 types de responsabilités qui peuvent être mises en œuvre, qui ont toutes une caractéristique complètement différente. Il y a la responsabilité pénale, il y a la responsabilité administrative et il y a la responsabilité civile. Elles ont toutes une philosophie différente. La responsabilité pénale, clairement, c'est une sanction. Qui recherche la responsabilité pénale? Ça ne va pas être un usager ou une personne victime d'un accident, c'est l'État. C'est toujours l'État qui requiert une peine contre la personne, l'entité qui a violé une règle. Donc là, on parle de règle de sécurité. Donc, c'est une sanction. Vous n'avez pas respecté une obligation mise à votre charge en matière de sécurité, on vous punit. Voilà. La plupart des infractions sont des contraventions de 5e classe, donc vous allez risquer une peine d'amende. Je précise quand même qu'il faut que ce soit expressément prévu. Il n'y a pas de responsabilité pénale et de sanction s'il n'y a pas expressément quelque part un texte qui le prévoit. Vous ne pouvez pas vous retrouver devant le juge qui va dire « Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait, donc on va vous donner une amende ». Non, il faut que ce soit prévu par un texte et que la sanction également soit prévue. Donc il y a les amendes qui sont la sanction type. Il peut y avoir aussi des sanctions un petit peu plus compliquées pour des infractions, par exemple, de discrimination, par exemple un cinéma qui n'a pas mis en œuvre, là c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, la législation pour l'accès aux handicapés dans son cinéma, il peut être condamné pour discrimination, c'est bien une sanction pénale. Voilà, il y a aussi les infractions de mise en danger d'autrui, évidemment, s'il y a un risque pour la sécurité des personnes. Donc là, on est dans une relation verticale entre l'État et l'entité qui a commis une infraction et qui va être sanctionnée pour ça. Et c'est bien une sanction, c'est une punition. Je précise aussi, il n'y a pas de dommage d'intérêt. Quand on parle de responsabilité pénale, on ne répare pas le préjudice subi par la victime. La responsabilité pénale, en fait, elle n'est pas pour la victime. La victime va recevoir des dommages-intérêts, elle va éventuellement demander, se constituer partie civile et obtenir des dommages-intérêts, mais ce sera toujours par l'application des règles civiles, pas des règles pénales. Quand on paye une amende, elle ne va pas à la victime, elle va au trésor public. Donc c'est pour ça que je dis que philosophiquement, c'est une sanction. Il y a après la responsabilité administrative. Alors, on va le ressentir aussi comme une sanction parce que souvent, c'est une responsabilité pécuniaire, on va payer une amende. Mais l'idée est beaucoup plus pragmatique. Ce que veut l'administration, la préfecture, par exemple, qui va ordonner la fermeture d'un établissement, c'est que là, concrètement, les règles, elles ne sont pas respectées, mais c'est embêtant, c'est gênant, il y a un risque pour la sécurité de la personne, puis alors, on ne veut surtout pas d'accident, donc on va fermer l'établissement. L'idée, c'est que d'un point de vue pragmatique, il faut que les obligations de sécurité soient respectées et il faut donc que vous fassiez le nécessaire, faites les travaux. On rouvrira quand ça sera fait. Donc là, l'idée, c'est plus pragmatique. Et enfin, le 3e type de responsabilité, là, c'est la responsabilité civile. Alors celle-là de responsabilité, elle va finalement être engagée, cette fois, par la victime. Et elle va être engagée uniquement quand il va y avoir un problème. Autant la responsabilité pénale et la responsabilité administrative peuvent être mises en œuvre de façon préventive avant qu'il y ait un accident qui se soit déclaré, autant la responsabilité civile ne va être engagée que quand un problème va arriver, que quelqu'un va en subir un préjudice. Cette fois-ci, c'est la philosophie de la responsabilité civile, c'est bien l'indemnisation. On va indemniser le préjudice subi par une victime ou un contractant, on va en parler. Donc il y a 2 types de responsabilité civile, la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle. Je m'explique. Je me promène dans la rue, je reçois une pierre sur la tête. Heureusement, je suis encore là pour en parler, tout va bien. Mais je vais faire un procès à la copropriété, le syndicat des copropriétaires, parce que quand même, cette façade était très mal entretenue. J'ai reçu une pierre, c'est pas normal. Ils sont responsables de leur bâtiment. Ils doivent m'indemniser pour mon séjour à l'hôpital, mes journées où je n'ai pas pu travailler, ma fille que je n'ai pas pu aller chercher à l'école, enfin bref, plein de choses. Je vais demander de l'argent, une indemnité pour réparer mon préjudice. Très bien.
Ça, c'est la responsabilité délictuelle. Je suis tiers par rapport à la copropriété. Je n'ai pas de contrat avec la copropriété. Alors, dans cette copropriété, il se trouve que les copropriétaires, ils étaient parfaitement au courant que la façade était en mauvais état. D'ailleurs, à la dernière Assemblée générale, ils avaient voté les travaux. Et il se trouve que le syndic, on ne sait pas pourquoi, le syndic n'a rien fait, n'a pas mis les travaux en œuvre. Le syndic n'a pas bien fait son travail. Et là, par contre, moi, j'ai assigné la copropriété. La copropriété va pouvoir appeler en garantie son syndic en lui disant « Vous avez mal fait votre travail, j'ai un contrat avec le syndic. » Enfin, la copropriété a un contrat avec le syndic et sur l'inexécution du mandat pourra engager la responsabilité du syndic. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la responsabilité du syndic, qui doit faire son maximum pour tout mettre en œuvre. Autre exemple, comme je parlais, j'aime bien l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Il y a eu une avocate qui a obtenu une indemnisation parce que un palais de justice a mis beaucoup de temps à faire les travaux pour lui permettre d'accéder aux salles d'audience. Alors, d'un point de vue de responsabilité pénale, éventuellement, le palais de justice pouvait être responsable, mais ça n'indemnisait pas l'avocate. L'avocate a agi sur le terrain de la responsabilité civile parce que le fait que les travaux n'aient pas été faits suffisamment vite, ça a beaucoup compliqué son exercice professionnel. Elle a pu obtenir l'indemnisation de son préjudice de ce fait. Donc, on peut cumuler des responsabilités pénales et des responsabilités civiles pour le préjudice subi par les personnes. Voilà, je crois que là, j'ai parlé de tout. Oui, donc il y a les responsabilités à rebondissement avec civil, délictuel et contractuel. J'ai parlé du syndic, ça marche aussi pour le gestionnaire d'un centre commercial qui, pareil, c'est le propriétaire du centre commercial dont on va rechercher la responsabilité. Il peut éventuellement se retourner, lui, à titre contractuel pour appeler en garantie son gestionnaire. Ça marche aussi avec le bailleur, par exemple, dont on va pouvoir rechercher la responsabilité parce que c'est lui le propriétaire du local, mais s'il avait délégué, si c'est finalement le locataire qui n'a pas respecté une obligation parce qu'il n'a pas fait le nécessaire pour mettre le local en conformité avec des obligations réglementaires, le bailleur pourra se retourner contre son locataire et cette fois-ci sur le terrain contractuel. Donc dès que les personnes sont liées par une gestion de contrat avec un mandat ou un bail, elles peuvent engager leur responsabilité. Et le dernier point, c'est le cas de l'employeur. Donc l'employeur, évidemment, est toujours responsable quand il n'a pas, comme le syndic, quand il n'a pas fait le nécessaire. Je parlerai juste de deux petites particularités en ce qui concerne la responsabilité de l'employeur. Lorsqu'il savait pertinemment que je ne sais pas, que tel escalator était particulièrement dangereux, qu'il n'a rien fait pour que ses employés qui passent tous les jours, pour qu'ils fassent le nécessaire, on dit qu'il a commis une faute inexcusable parce qu'il savait pertinemment qu'il y avait un danger et il n'a rien fait. Donc si le salarié est tombé et s'est blessé, la faute inexcusable sera un motif de majoration de son indemnisation. Et il y a aussi une particularité, c'est que les salariés qui s'estiment en danger peuvent utiliser contre l'employeur ce qu'on appelle le droit d'alerte et de retrait, et que dans ces conditions, s'il est exercé évidemment de bonne foi, l'employeur devra faire quelque chose d'ailleurs pour mettre fin au risque qui est dénoncé et ne pourra pas sanctionner le salarié qui s'en sert. Voilà. Voilà, on peut applaudir Isabelle. Merci à vous, Isabelle. Allez,